Donc, bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui pour notre webconférence sur la thématique Mars bleu, échangeons autour de l'alimentation préventive et du dépistage du cancer colorectal. Donc une webconférence qui est organisée dans le cadre de Mars bleu, qui est le mois en faveur du dépistage du cancer colorectal. Donc, je remercie grandement aujourd'hui nos intervenants qui sont présents pour animer cette webconférence. Donc, le docteur Ancio-Loteno, qui est docteur au Centre régional de coordination des cancers des Hauts-de-France, donc le CRCDC, qui nous expliquera aujourd'hui en quoi consiste le dépistage du cancer colorectal et surtout pourquoi il est important de le réaliser. Et puis, nous accueillons également Monsieur Philippe Pouillard, donc, qui est enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé et pratique culinaire au sein de l'Institut Polytechnique Unilassal Beauvais, qui nous expliquera quel rôle l'alimentation peut avoir dans la prévention du cancer colorectal. Donc, n'hésitez pas à réagir dans la conversation si vous avez des questions. Nous essayerons d'y répondre au fur et à mesure. On fera des petits temps d'échange au fur et à mesure de l'avancée de nos intervenants. Si toutefois vous voyez que votre question n'a pas eu une réponse, n'hésitez pas à la reposer au fur et à mesure de la conférence. Et puis, vous verrez aussi apparaître des petits quiz par moment, donc on vous interpellera sur quelques questions. Alors, des questions toutes simples, hein, parfois les réponses auront été données juste avant, donc soyez attentifs et participez aussi à ces petits quiz interactifs qui vous seront affichés à l'écran. Alors, cette webconférence est organisée par Défi Autonomie Senior. Alors, Défi Autonomie Senior, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une structure interrégime qui a été créée en 2017 par les caisses de retraite, donc la MSA Nord-Pas-de-Calais, la MSA Picardie, la CARSAT Hauts-de-France et puis le RSI Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Donc, nous avons pour objectif d'aider les retraités et futurs retraités à préserver leur capital santé et à retarder la perte d'autonomie tout en favorisant le lien social. Donc, nous avons également des partenaires financiers qui sont la CAMIEG, l'IRCANTEC et la CNRACL. Donc, Défi Autonomie Senior, qu'est-ce que l'on fait? Donc, nous déployons gratuitement sur l'ensemble des Hauts-de-France des actions de prévention, d'éducation, de promotion de la santé sur les champs du bien vieillir et du maintien de l'autonomie. Donc, nous déployons des actions collectives sous format d'ateliers en petits groupes, mais aussi en format distanciel comme l'événement de ce jour. Et nous avons surtout à cœur de vous proposer une offre qui soit au plus proche de vos besoins, de vos attentes et surtout au sein des territoires pour favoriser le lien social également. Donc, nos actions sont ouvertes à toute personne de plus de 55 ans, qu'elle soit retraitée ou non, au sein des territoires et, comme je le disais, au plus proche des besoins de la population. Donc, nous déployons des actions en présentiel ou en visioconférence. Donc, vous pouvez retrouver toutes les actions que nous déployons sur notre site internet. Donc, vous avez le lien de notre site juste ici qu'on pourra vous redonner aussi à la fin de cette conférence. Et donc, vous pouvez cliquer si vous vous retrouvez sur notre site sur ces deux encarts pour voir un petit peu la programmation en visioconférence et puis en présentiel. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour être informé de toutes nos actualités. Donc, nous envoyons un emailing en début de mois, chaque début de mois, pour pouvoir vous communiquer aussi le calendrier des actions et nos actualités. Et puis, nous intervenons sur différentes thématiques du bien vieillir. Donc, le bien vieillir, l'alimentation, l'activité physique adaptée, le sommeil, la mémoire, l'équilibre et la prévention des chutes, le bien-être, la préparation à la retraite, la prévention santé du bien vieillir, le numérique santé ou encore la mobilité.
Je vais désormais laisser la parole au docteur Ancio Le Thénault pour nous parler du dépistage du cancer colorectal. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions. Je vous laisse la parole, docteur. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc oui, dans le cadre de Mars Bleu, qui est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, donc je vais vous parler de ce sujet. Je vais plus particulièrement vous parler du dépistage organisé. Ce mot a son importance parce que s'il y a toute une... Non, je veux bien rester sur l'autre diapositive, merci. Ça a toute son importance parce qu'en effet, le CRCDC s'occupe d'envoyer des invitations aux personnes éligibles. Ça, je vous expliquerai plus tard. Donc, le dépistage organisé consiste en un test très simple et rapide qui peut vous sauver la vie. On va en parler un peu plus loin. La suivante, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, dans les Hauts-de-France, et de manière générale d'ailleurs en France, la participation n'est pas très bonne, même si sur cette carte des Hauts-de-France, on voit qu'il y a certaines régions qui sont meilleures que d'autres. Celles qui sont en vert plus foncé sont un petit peu meilleures, mais la participation est inférieure à 30% sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et en France, de manière générale, la participation nationale n'est guère meilleure, elle tourne autour des 30%, ce qui pour un dépistage organisé n'est pas bon du tout, parce qu'il faudrait s'attendre à au moins 45% de participation. Je veux bien la suivante. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer colorectal? C'est une tumeur maligne. Que veut dire le mot malin? Ça veut dire que c'est une tumeur qui a la possibilité d'essaimer, donc d'aller se loger ailleurs que dans le site primitif. Et dans le cadre du cancer colorectal, sont souvent des métastases ou ganglionnaires ou hépatiques. Et puis après, ça peut aller se loger n'importe où dans les poumons, par exemple. Alors, le côlon, vous voyez sur l'image de gauche, on a le côlon qui est le gros intestin et qui est indiqué en rose. Et le rectum, c'est la partie terminale. Voilà, sur la partie de droite, on voit le petit bout rose qui vient aboucher dans l'anus. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un enjeu de santé publique parce qu'il y a, bon an, mal an, environ 43 000 nouveaux cas par an, avec 17 000 décès par an. On n'en parle pas souvent, on ne connaît pas ces chiffres-là. C'est quand même le deuxième cancer le plus meurtrier. C'est le troisième chez l'homme et deuxième chez la femme. 85% des cas se déclarent après 50 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à cet âge-là que commence le dépistage organisé. Je veux bien la suivante. Donc, quels sont les facteurs internes de risque? Comme je viens de le dire, c'est principalement l'âge. Donc, comme 95% des cancers se déclarent après 50 ans, il est important de commencer le dépistage dès cet âge-là. Alors, les antécédents personnels de cancer ou de polype sont un facteur de risque qui d'ailleurs rend les personnes inéligibles au dépistage organisé. Il y a d'autres modalités de dépistage par contre. Et ensuite, les antécédents familiaux de cancer. Donc, selon qu'on a un parent proche ou plusieurs parents plus ou moins proches, le risque va être augmenté. Je veux bien la suivante. Alors, comment se présente le cancer colorectal? Souvent, en particulier au début, il n'y a pas de symptômes, d'où l'intérêt d'ailleurs du dépistage.
puisque le dépistage s'adresse aux personnes qui ne présentent pas de symptômes. Donc avant que la tumeur ne soit vraiment très développée. Sinon, elle peut se présenter par des douleurs abdominales inhabituelles, des troubles digestifs inhabituels et persistants et des modifications du transit inhabituelles. Évidemment, si de toute sa vie on a été constipé, la constipation ne va pas être un symptôme inquiétant. La présence de sang dans les selles aussi est un symptôme par contre très inquiétant, mais tous ces symptômes ne signifient pas bien sûr que vous avez un cancer, mais il faut aller consulter pour voir quelle est l'origine de ces symptômes. Alors le test de dépistage, en quoi il consiste? C'est un test immunologique qui va reconnaître uniquement l'hémoglobine humaine. Et donc, il ne va pas être positif si vous avez mangé de la viande, mangé des betteraves ou quoi que ce soit d'autre. Il est à réaliser tous les 2 ans. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Non, je veux bien rester. Vous pouvez revenir à la... Merci. Et donc, ce test immunologique permet de détecter du sang dans les selles qui est invisible à l'œil nu. Alors, par contre, en cas de test positif, il faut impérativement faire une coloscopie de diagnostic pour voir quelle est la cause de la présence de sang dans les selles. En suivante, s'il vous plaît. Alors donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça permet de repérer et d'enlever un polype avant qu'il n'évolue en cancer. Donc, un polype il se voit mieux sur la diapositive du milieu. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. Donc, on peut repérer ces polypes et les enlever avant qu'ils ne se transforment en cancer, comme on voit sur l'image de droite. L'évolution entre un petit polype et un cancer se déroule sur environ 10 ans. Alors, en grossissant, certains polypes vont se mettre à saigner. Et c'est alors que le dépistage va avoir tout son intérêt, puisqu'il va repérer le sang dans les selles. La suivante, s'il vous plaît. Donc, en quoi consiste un polype? C'est une petite excroissance qui va se développer sur la muqueuse. La muqueuse, c'est ce qui vient tapisser l'intérieur du côlon. Et donc, ces polypes vont grandir au fur et à mesure. 70 à 75% sont des polypes adénomateux, c'est-à-dire précancéreux. Mais il y a aussi d'autres polypes qui ne vont pas évoluer en cancer, comme des polypes hyperplasiques, des polypes inflammatoires. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ça peut aussi permettre de retrouver un cancer à un stade précoce, puisqu'il n'aura pas donné de symptômes encore. Donc, ça va permettre aussi de donner de meilleures chances de guérison, puisque le cancer sera moins évolué, et des traitements moins lourds en réduisant les séquelles. Donc, on pourra éventuellement se contenter d'avoir un traitement chirurgical seul, sans avoir besoin de chimiothérapie ou de radiothérapie. La suivante, s'il vous plaît. Donc, détecté tôt, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10. Par contre, on voit qu'il y a de fortes différences dans le pourcentage de survie selon que le cancer est limité, c'est-à-dire local, limité au côlon, de façon plus ou moins avancée, parce que dans le côlon, il y a aussi différents stades d'évolution. Mais tant qu'il reste limité au côlon, on voit que la guérison, la survie est très bonne à 5 ans. Régional, ça veut dire qu'il a déjà éventuellement métastasé à des ganglions. Là, on voit une petite baisse de la survie, mais une fois qu'il y a des métastases, bon, même si maintenant il y a quand même des traitements, le traitement s'est bien amélioré. Il y a des traitements d'immunothérapie qui ont des résultats très impressionnants, mais
souvent quand même la survie est nettement moins bonne. Je veux bien la suivante. Alors donc je parlais au début de l'importance du mot «organiser» après le dépistage parce que donc nous, on se charge d'organiser le dépistage par test immunologique, donc il va rechercher, le sang dans les selles. Ce dépistage-là s'adresse à des personnes à risque moyen, dit risque moyen parce qu'on a vu que la plupart des cancers se développent après 50 ans. Donc le dépistage par test de recherche de sang dans les selles s'adresse aux personnes de plus de 50 ans, mais qui n'ont pas d'autres facteurs de risque. Alors les autres facteurs de risque sont ceux notamment au milieu, de la diapositive. Donc chez les personnes qui vont avoir un risque élevé, ce sont les personnes qui ont des antécédents personnels de cancer, bien sûr, ou d'adénome, donc ces polypes précancéreux, ou des antécédents familiaux. Pour le moment, les antécédents familiaux considérés comme, à risque, dans le cadre du dépistage organisé, c'est un parent au premier degré atteint de cancer colorectal ou d'adénome avant 65 ans ou 2 parents, quel que soit l'âge. Alors, un autre facteur de risque aussi, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce sont les maladies de Crohn ou rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors enfin, il y a des personnes qui sont considérées comme à très haut risque. Ce sont des personnes qui ont des polyposes coliques ou des maladies, enfin des syndromes de Lynch. Donc les stratégies de dépistage dans ces 2 cas-là sont différentes de ce qu'on préconise pour le dépistage organisé et dans le cas de risque élevé, c'est une coloscopie systématique et dans le cas des risques très élevés, il faut faire une consultation génétique. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà le petit quiz. Alors, vous allez pouvoir répondre dans l'onglet qui va s'afficher à l'écran. Donc, chaque année, combien de nouveaux cas de cancer colorectal y a-t-il? Est-ce que c'est 9 000, 25 000 ou 43 000? On vous laisse compléter dans l'encart qui s'affiche. Ou si l'encart ne s'affiche pas, vous pouvez aussi mettre votre réponse dans la conversation. Alors, pour l'instant, la majorité des participants hésitent entre 25 000 et 43 000. Donc, on a 12 réponses sur le quiz. Ça monte tout doucement. Et on a beaucoup de monde qui répond aussi dans la conversation. Allez, encore quelques petites secondes et puis on va clôturer le sondage. Alors, la réponse est 43 000. Donc, bravo, Exact. dans l'ensemble, la majorité des personnes avaient la bonne réponse. Une deuxième question, comment le dépistage est-il réalisé? On vous laisse répondre dans l'encart qui s'affiche ou dans la conversation si c'est plus simple pour vous. Alors, il me semble que la réponse a été donnée tout à l'heure. Si vous avez bien écouté, c'est une question qui devrait être assez facile. Oui, j'aurais dû préciser dépistage organisé.
Alors, on voit que la majorité des personnes ont bien suivi. Allez, encore quelques petites secondes et puis on va pouvoir clôturer et apporter la réponse. Alors, la réponse est par un test immunologique de recherche de sang dans les selles. Une autre question, à qui s'adresse le dépistage organisé? Est-ce aux personnes de 50 à 74 ans, aux personnes avec des antécédents familiaux ou aux personnes ayant déjà eu des polypes? On voit que la majorité l'emporte également. Allez, encore quelques petites secondes pour répondre. Allez, je ferme le sondage et on va vous apporter la réponse. Donc, la réponse est de 50 à 74 ans. Alors, avant de passer sur la partie dépistage, on a quelques questions. On va peut-être pouvoir y répondre maintenant. Alors, la première question. Une fois que l'on a été testé positif une fois et que l'on a fait une coloscopie, doit-on refaire des tests de dépistage ou faut-il de nouveau faire une coloscopie? Eh bien, tout va dépendre du résultat de la coloscopie, si on vous a trouvé ou non des polypes. Si la coloscopie est normale, il n'est pas nécessaire de refaire le test dans les 5 ans qui suivent la coloscopie. Mais après, vous pouvez réintégrer le dépistage organisé. Par contre, si la coloscopie a retrouvé des polypes, selon la nature du polype, si ce sont donc, comme je vous l'ai dit, des polypes adénomateux, où il y a aussi un autre type de polype, c'est un peu plus compliqué, ce sont ce qu'on appelle des lésions festonnées. Dans ce cas-là, normalement, le gastro-entérologue qui vous a fait la coloscopie vous préconise un suivi en général à 3 ou 5 ans selon le type de polype. Voilà. Merci pour cette réponse. Une seconde question. Comment est-on défini à risque élevé et par qui? Là, c'est en fonction de votre histoire personnelle et familiale. Comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà eu des polypes, ben là, vous êtes à risque. A fortiori, si vous avez eu un cancer, bien sûr. Si dans votre famille, il y a des cas, ben à ce moment-là, il faut aller consulter et voir, c'est soit de votre médecin traitant, soit un gastro-entérologue qui définira votre profil de risque selon le nombre de personnes, l'âge auquel sont apparus les problèmes, polypes ou cancers. Et éventuellement, oui, s'il y a des problèmes de polypose, en général, des personnes dans votre famille ont eu de multiples polypes. Voilà, c'est en fonction de l'histoire familiale. Et si vous avez un doute, allez voir votre médecin traitant. Merci. Une autre question. Peut-on avoir un test négatif et une coloscopie positive? Oui, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive effectivement. Comme tout test, ça n'est pas fiable à 100 et il y a effectivement un très petit nombre de faux négatifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise de faire le dépistage tous les 2 ans parce que comme on a vu, les polypes, bah, ils commencent tout petits et puis ils grandissent, progressivement
Et en grandissant, ils vont se mettre à saigner, mais pas tout le temps, de façon intermittente. Et le test va forcément tomber au moment où le polype saigne. Mais donc, si vous refaites le test tous les 2 ans, ben, il y a des chances que dans l'intervalle avant que ça ne devienne vraiment un cancer, que vous, comment dire, que votre test soit à un moment donné positif. Mais oui, peut être négatif et vous avez des polypes quand même. Merci. Et donc une dernière question, alors qui est plutôt intéressante, et on refera une seconde session de questions ensuite. Alors pourquoi les gens ne se font pas dépister? L'information est simple et plutôt bonne. Alors, est-ce que vous avez une Ben réponse à merci. ça? Merci beaucoup. Ben, on se pose la question, on essaye de déployer l'information, on fait oui, voilà, des formations comme celle d'aujourd'hui. On va à droite à gauche pour essayer de porter la bonne nouvelle, mais effectivement, depuis des années, les taux de participation n'ont pas augmenté. Alors, justement, je vais en parler plus tard. Il y a peut-être des choses qui vont améliorer la participation et ça, je laisse pour plus tard, pour la suite de Merci. la présentation. Les Je autres vous diapositives. propose de continuer et puis on reposera quelques questions ensuite. Donc, quelles sont les modalités organisationnelles du dépistage organisé? Donc, à partir de 50 ans, à peu près à votre date d'anniversaire, vous avez un petit cadeau qui va arriver dans votre boîte aux lettres, une invitation à faire le dépistage. Si votre test est négatif, vous allez recevoir cette invitation automatiquement tous les 2 ans, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Cette invitation consiste en une prise en charge avec un dépliant explicatif. Si vous ne faites pas le test tout de suite, vous aurez 2 relances à 4 et à 9 mois. Alors, il faut savoir que le test et son analyse sont pris en charge à 100 par le régime d'assurance maladie, ce qui est quand même un gros avantage. Et effectivement, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de participation. Alors, voilà donc l'invitation qui sert de prise en charge aussi d'ailleurs, à faire le dépistage du cancer colorectal. Alors, à gauche, donc vous avez en bas, dans la zone grise, 2 étiquettes que vous devrez apposer, la plus petite sur votre petit test et la plus grande, ce sera à mettre sur une fiche d'identification que vous retrouverez dans le kit de dépistage. Alors, par contre, avant de faire le test, vous verrez sur la droite qu'il y a un questionnaire d'éligibilité qu'il faut absolument remplir ou au moins lire, sur lequel on vous demande justement si vous avez des antécédents personnels, des antécédents familiaux, si vous avez réalisé dans les 5 ans précédents une coloscopie ou un autre examen qu'on appelle coloscanner. Donc, si vous répondez non à toutes ces questions, vous êtes éligible. Sinon, ben, on vous demande de renvoyer ce questionnaire au dépistage organisé, puisque dans ce cas-là, normalement, vous devez être suivi, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, vous devez être suivi par coloscopie. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus besoin de vous envoyer des invitations. Et si vous avez eu une coloscopie récente, en tout cas dans les moins de 5 ans avant d'avoir reçu l'invitation, ben dans ces cas-là, on enregistre cette information et on ne vous renverra la nouvelle invitation que 5 ans après la date de réalisation de la coloscopie, si elle est normale. La suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, une fois que vous avez déterminé que vous êtes éligible à faire le test de dépistage organisé, quelles sont les étapes? Il faut d'abord vous procurer le kit, ensuite réaliser le test et puis poster le prélèvement. La suivante.
pour vous procurer le kit, donc la méthode traditionnelle qui est en place depuis le début du lancement, c'est retirer le kit chez votre médecin traitant. Ça peut être à l'occasion d'une consultation pour une autre raison. Et le médecin traitant alors déterminera si vous pouvez le faire en fonction de votre histoire personnelle et familiale et il vous expliquera comment utiliser le test. Et la suivante, s'il vous plaît. Depuis plus récemment, il y a 2 autres, méthodes pour se procurer le kit de dépistage et c'est justement là qu'on espère que ça va augmenter la participation. Vous pouvez commander le kit de dépistage en ligne. La suivante, s'il vous plaît. Alors pour ça, il faut se connecter sur, le site, dont vous voyez le lien, sur la diapositive. Vous vous identifiez avec le numéro d'invitation qui est indiqué sur votre courrier d'invitation, qui est envoyé par le CRCDC. Il y a un questionnaire auquel vous devrez répondre en ligne. Ensuite, vous devez renseigner les coordonnées postales pour que le kit puisse vous être envoyé. Évidemment, bien vérifier que tout est correct. Normalement, si tout va bien, le kit vous est envoyé sous 15 jours ouvrés. Si ce n'est pas tout à fait 15 jours, il n'est pas nécessaire de téléphoner ou de s'inquiéter. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Notamment là, au mois de mars, ça va peut-être prendre plus de temps parce que les gens vont être motivés à faire le test. Alors, sur le site de commande en ligne, vous avez aussi les explications pour la réalisation du test, ainsi que la possibilité de visionner une petite vidéo qui explique très bien, qui est très bien faite. Alors la suivante. Ensuite, depuis le mois de juin dernier, il y a aussi possibilité de se procurer le kit chez les pharmaciens participants. Alors tous ne participent pas encore à la distribution du kit, parce que pour ça, ils doivent normalement suivre une formation et puis ils doivent être volontaires parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas assez nombreux dans les officines. Et donc, ils sont chargés de les distribuer aux personnes éligibles et sur présentation du courrier d'invitation. La suivante. De nouveau, une petite question. Donc, où peut-on se procurer le kit de dépistage? Donc, pour cette fois, vous avez plusieurs réponses possibles. Donc, vous pouvez répondre dans l'encadré qui s'affiche ou dans la conversation. Alors, effectivement, vous êtes nombreux à donner la bonne réponse. Allez, encore quelques petites secondes. Alors, les réponses étaient, vous pouvez vous procurer un kit auprès de votre médecin traitant, auprès de votre pharmacien ou en passant commande en ligne. Une autre question, où faire le test de dépistage? Est-ce au laboratoire, chez le pharmacien ou à la maison? Alors, vous êtes beaucoup à répondre à la maison. Allez, encore quelques petites secondes et puis on va pouvoir apporter la réponse.
Alors, effectivement, le test de dépistage se fait à la maison. Je vous laisse continuer, docteur. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Donc, une fois que vous avez le kit, vous allez pouvoir réaliser votre test. Donc, en quoi consiste le kit? Vous avez un petit mode d'emploi. Vous avez sur l'encart de droite, vous voyez le petit tube dans lequel vous allez mettre vos selles. Il y a une fiche d'identification qui est dans la pochette du milieu à droite. Et ensuite, vous avez une enveloppe dans laquelle il va falloir envoyer tout ça, qui est dans l'encart de gauche, l'enveloppe blanche. C'est impérativement dans cette enveloppe-là et pas dans la grande enveloppe bleue qu'il faut renvoyer le test. La suivante. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez le mode d'emploi qui accompagne votre kit, qui vous explique tout en détail. Et ensuite, en bas à droite, vous voyez un QR code qui va vous amener sur la petite vidéo explicative dont je vous ai parlé dans une des diapositives précédentes. Alors, il y a une chose importante aussi qu'on voit dans la première image, là, dans la réalisation du test, c'est que il y a un petit papier que vous pouvez accrocher sur la lunette du WC qui va permettre le recueil des selles, qui vous simplifie la tâche. La suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà le petit tube dans lequel il faudra mettre les selles que vous allez... Dans ce petit tube, il y a une espèce de petit écouvillon qu'il faudra tremper à différents endroits des selles, puis vous le mettez. Ensuite, la petite étiquette que vous avez sur votre invitation, normalement comporte toutes vos coordonnées. Il faudra y apposer la date de réalisation du test. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que quelque part ce soit noté, parce que sinon, votre test peut éventuellement ne pas être éligible, ne pas être interprété. Donc, vous mettez votre étiquette sur le petit tube. Ensuite, la suivante. Et la grande étiquette, vous allez la poser là où il y a les pointillés sur la fiche d'identification. Là aussi, vous avez la date de réalisation du test à remplir. Donc, si jamais vous n'avez pas eu votre invitation ou qu'il y a des erreurs, vous avez des cases où vous pouvez corriger si vous avez changé d'adresse de médecin traitant, etc. Donc oui, voilà, on voit mieux ici où vous devez coller la grande étiquette qui est sur votre invitation. La suivante, voilà. Alors, une fois que tout ça c'est fait, vous mettez le tube il y a une pochette en plastique dans le kit et dans l'enveloppe blanche que je vous ai mentionnée plus tôt, et vous la postez au plus vite. Surtout pas à la veille d'un week-end, d'un jour férié ou, important en ce moment-ci, d'un jour de grève, parce que là aussi, le test pourrait ne pas être interprétable. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les résultats du test vont être envoyés au médecin traitant, soit par courrier, soit par serveur ou messagerie sécurisée. Ils vous seront envoyés normalement par courrier. Vous pouvez éventuellement vous connecter sur l'adresse qui est mentionnée là pour avoir un résultat en ligne. Ensuite, le résultat nous est communiqué au CRCDC par serveur ou messagerie sécurisée, parce qu'en fait, on a comme mission aussi de suivre les cas positifs. Donc, on va s'assurer que les personnes qui ont un test positif ont bien eu une coloscopie et ont bien fait ce qu'il fallait faire. Et si ce n'est pas le cas,
on vous envoie des courriers pour savoir où vous en êtes. Alors, quels sont les résultats possibles? Dans la plupart des cas, 96 des cas, le test va être négatif et il faut refaire le test à 2 ans au plus tard. Enfin, au plus tard ou au plus tôt aussi d'ailleurs, parce qu'on ne va pas vous envoyer d'invitation avant 2 ans. Si, entre-temps, vous avez des symptômes, il faut bien sûr aller consulter votre médecin traitant. Alors, dans 4 des cas, le test détecte du sang dans vos selles. Le médecin vous adressera alors à un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. Et donc dans ces cas-là, dans la majorité des cas, soit vous n'avez rien du tout, il y a parfois des petits vaisseaux qui peuvent saigner ou parfois évidemment des hémorroïdes ou, dans à peu près la moitié des cas, il y a des polypes, qui sont précancéreux ou non. Et dans un petit pourcentage de cas, environ 4 des cas, on va détecter un cancer à un stade plus ou moins avancé. Mais normalement, si vous n'avez pas de symptômes, ça devrait être pris relativement à temps. Et parfois, il arrive, que le test ne soit pas interprétable, donc il est non analysable et souvent, c'est parce qu'il y a eu un délai trop long entre la réalisation du test et l'analyse. Ça peut aussi parfois être parce que le test, le kit, avait atteint la date limite d'utilisation et qu'on s'en est pas rendu compte. Donc il faut vérifier, la date limite d'utilisation peut-être, avant de faire le test. La suivante. Alors, qu'est-ce que la coloscopie? La coloscopie, la coloscopie, la suivante, voilà. C'est un examen au moyen d'un long tube, au bout duquel il y a une caméra qui va être introduit dans le côlon. Ça se fait en général sous anesthésie générale. Donc, on ne s'en rend pas compte, c'est un examen très court qui, dans la très, très grosse majorité des cas, se passe sans problème. La suivante. Cet examen a l'avantage de permettre, d'enlever des polypes quand ils sont, de relativement enfin de taille acceptable, heu et donc ils vont être, enlevés et analysés. Si on retrouve autre chose que des polypes, on peut éventuellement faire des biopsies ou comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, la cause des saignements, ce sont parfois des petits vaisseaux qui vont saigner. Et dans ces cas-là, on peut coaguler ces vaisseaux. La suivante. Donc voilà, les avantages du dépistage organisé, c'est que c'est une analyse prise en charge à 100. C'est un prélèvement indolore, très facile à réaliser et qui se fait chez soi. Et ça permet soit d'éviter la maladie en retirant les polypes avant qu'ils se transforment, soit de gagner du temps sur la maladie et de permettre de donner de meilleures chances de guérison avec des traitements moins lourds et une meilleure qualité de vie. Et donc le dépistage organisé dans le cadre du CRCDC permet un suivi des positifs et permet d'éviter qu'éventuellement des gens soient perdus dans la nature parce qu'il arrive très exceptionnellement, mais parfois, les résultats ne sont pas forcément envoyés aux patients ou aux médecins traitants. De la poste étant ce qu'ils sont, ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc, le CRCDC a des exigences de qualité strictes, qui permettent d'assurer, un programme de qualité. Voilà. Et c'est la fin de ma présentation en espérant que tout le monde a ou va faire son test. Alors, merci docteur. Quelques questions avant de passer à l'intervention de Monsieur Pouillard et puis on répondra aussi à quelques questions qui nous ont été posées dans la conversation pour que vous puissiez nous apporter la réponse. Donc, dans un premier temps, c'est à vous de jouer. Le cancer colorectal est responsable de combien de décès par an? 6 000, 11 000 ou 17 000? On vous laisse répondre dans l'encart qui s'affiche ou dans la conversation.
Encore quelques petites secondes. Donc, vous êtes nombreux à répondre dans la conversation, 17 000. Même chose dans l'encadré qui s'affiche. Effectivement, la réponse est 17 000 décès par an. Une deuxième question. Détecté tôt, dans combien de cas sur 10 le cancer colorectal peut-il être guéri? Est-ce sur 3 cas sur 10, 7 cas sur 10 ou 9 cas sur 10? On vous laisse répondre dans la conversation ou dans l'encadré qui s'affiche. Vous êtes nombreux donc à répondre 9 cas sur 10. Voyons la réponse. C'est effectivement cela dans 9 cas sur 10. Donc, quelques questions avant de laisser la parole à Monsieur Pouillard. Alors, pourquoi est-ce limité à 74 ans? Docteur, votre micro est coupé. Excusez-moi. Oui, donc c'est un programme de santé publique et donc il y a quand même un aspect coût-bénéfice. Ensuite, parce que, l'incidence, donc le nombre de cas augmente, après 50 ans, mais après, le risque va se stabiliser et puis vont intervenir aussi plein d'autres facteurs de risque, hors cancer colorectal, plein de problèmes, plein d'autres problèmes de santé et puis bon, c'est surtout, comment dire? Un facteur de risque, et par rapport au coût. Mais, bien sûr, si vous avez la possibilité, de faire un autre dépistage en dehors du dépistage organisé, rien ne vous en empêche. Une autre question, en cas de colopathie, faut-il faire un test plus souvent? Non, non, non. Non. Comment être sûr de ne pas être oublié dans l'organisation du dépistage organisé des cancers? Je n'ai pas encore eu de cas d'oubli. Normalement, ce sont les fichiers de la CPAM, qui sont communiqués et normalement, toute personne au-delà de 50 ans pour laquelle on n'a pas d'information d'inéligibilité, va recevoir une invitation. D'accord. C'est pour autant qu'elle soit dans le département. Si, oui, une chose importante quand même, c'est que si vous déménagez, il faut communiquer, vos informations. Parce qu'à ce D'accord, moment-là, vous dépendez d'un autre, centre de coordination. d'accord. Alors une autre question qui est intéressante, pourquoi ne peut-on pas aller au laboratoire si l'on n'a personne de confiance ou si l'on ne sait pas remplir et faire le prélèvement? C'est dans le cas d'une situation d'handicap ne permettant pas de faire seul. De faire seul, de remplir, la De réaliser le test seul. Comment une personne qui ne pourrait pas le faire seule pourrait-elle le faire pour le réaliser? ah! Ah bah, c non, c'est pas très compliqué. Là, j'ai pas encore eu, le cas de figure, je dois bien avouer. Alors, je sais pas si je suis pas sûre qu'au laboratoire, ils fassent ce genre de choses. Peut-être se faire aider par, un proche aidant, pour réaliser le test dans ces cas-là, à la maison. Ou peut-être une infirmière, à domicile. Très bien. Hem
Alors après, il y a des questions un peu plus individuelles. Ce qu'on pourra faire, c'est envoyer la liste des questions et puis le docteur pourra peut-être prendre le temps d'y répondre et on vous communiquera les réponses aux questions qu'on n'a pas Bon, pu aborder à l'instant pour permettre à Monsieur Pouillard de pouvoir répondre aux questions. Donc, si ce sont, excusez-moi, si ce sont des questions vraiment personnelles, il y a peut-être lieu de poser ces questions au médecin traitant. oui, dans des situations effectivement Ça très, vaut très mieux. personnelles, Voilà. très précises sur sa santé ou effectivement orientez-vous vers votre médecin traitant. Mais il y a également d'autres questions qui peuvent revenir et on vous les enverra, docteur, pour que vous puissiez apporter une réponse et pouvoir envoyer ensuite aux participants les réponses. Monsieur Pouillard, on vous laisse la parole? Oui, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Oui, on vous entend, on vous voit. C'est parfait. Écoutez, je vous remercie de l'invitation d'une part. Alors, Unilassal, école d'ingénieurs, située entre autres à Beauvais, mais pas seulement. En tout cas, c'est à Beauvais que l'un des départements de cette vieille école, mais qui est toujours à la pointe, un département qui est le collège santé, qui s'occupe de alimentation et santé finalement tout au long de sa vie, notamment bien sûr dans la dernière partie de notre existence, mais pas seulement, tout au long de notre vie, chez l'enfant, durant l'enfance également et notre vie d'adulte, sauf que durant toute notre vie, nous sommes exposés à différents facteurs de risque, on l'a vu à l'instant, qui peuvent conduire à des pathologies donc liées à l'alimentation, soit par des déviances, on va le voir dans un instant vis-à-vis de l'alimentation, soit au contraire, considérant que l'alimentation peut être avec un bénéfice vis-à-vis de certaines maladies, même si l'alimentation n'est pas en lien avec l'origine même de cette maladie. Et justement, ma spécialité, étant chercheur, puisque je suis docteur en immunopharmacologie, je fais l'éducation thérapeutique du patient en cancérologie, et donc, je suis également chef cuisinier, ce qui me permet de croiser l'ensemble de ces trois compétences pour aboutir à des recommandations. Je ne suis pas dans la prescription, je suis docteur, mais science, je ne suis pas médecin. Donc, mon métier, c'est bien sûr d'enseigner auprès de futurs ingénieurs, on est d'accord, mais pas seulement, des diététiciens, des praticiens de soins, des gens de l'éducation thérapeutique du patient, de manière à leur montrer des expériences traduites de l'expression même des patients qui relatent leur parcours de soins de manière à ensuite pouvoir le filtrer par des preuves scientifiques, cliniques, et ensuite, face à vous, vous voyez, de pouvoir retranscrire des informations. Alors, notre spécialité, c'est surtout l'accompagnement de la personne ayant un cancer pendant son parcours de soins. Sauf que, bien évidemment, on se tient informé de tout ce qui se passe avant un cancer pour justement faire en sorte que vous-même, potentiellement à risque peut-être, mais aussi votre entourage, soyez vigilant pour adopter vis-à-vis de l'alimentation dont on va parler, des postures pour essayer de limiter, le développement de ce cancer si, par exemple, on peut avoir des prédispositions, on l'a entendu, et bien face à ces prédispositions, d'essayer de limiter, de retarder, d'atténuer la survenue potentielle d'un cancer. Alors, il s'agit aujourd'hui du cancer colorectal. Il est évidemment largement impliqué dans ce qu'on mange, puisque le côlon et la partie rectale de notre tube digestif est située sur le trajet de ce que l'on mange. Donc, c'est d'autant plus important. Ça ne veut pas dire que certains autres cancers sont quand même liés à la qualité de l'alimentation. Alors, je vous l'ai dit, nous, on n'est pas une école qui allons chercher dans le domaine de la prévention. C'est pas à nous de faire ça. L'Institut national du cancer, vous le voyez noté, l'INCa, a lui des experts qui se réunissent pour établir un consensus. Et sur la diapositive suivante, on va commencer à comprendre leurs résultats. Alors, ce tableau est écrit en tout petit, ne vous inquiétez pas, on y revient dans un instant, point par point, en tout cas de ce qui nous concerne, puisque c'est uniquement le cancer colorectal qui nous intéresse. C'est donc à dire d'experts que cette structure nationale française, il en existe dans tous les pays, l'INCa, va collecter les informations auprès de grandes structures européennes, mondiales, européennes et françaises, pour que ces équipes véritablement prouvent qu'il y a ou pas un intérêt vis-à-vis d'un nutriment, vis-à-vis d'un aliment, vis-à-vis d'une façon de manger.
Donc, en clair, ils vont établir des facteurs de risque. Vous avez vu des petits cubes de toutes les couleurs, un petit carré rouge, si vous suivez ma flèche, qui est le fait que s'il est en rouge égale danger, hein, vous l'imaginez, c'est qu'un aliment ou une famille d'aliments peut présenter un danger, et même, on en est sûr, on qualifie ce risque d'avoir un cancer colorectal de convaincant. Si on adopte une couleur orange, cela veut dire qu'il y a de très forts risques, donc de probabilité de survenue d'un cancer dans telle ou telle situation alimentaire que l'on va détailler dans un instant. Et puis, dans certains cas, il n'est que suggéré, c'est-à-dire que les informations sont encore un peu douteuses, mais il faut faire attention, jusqu'à aller, vous le voyez dans le vert, à savoir, et que c'est une bonne nouvelle, que certains aliments ou familles d'aliments ou pratiques culinaires vont suggérer qu'ils sont en faveur d'une baisse du risque de cancer colorectal d'un vert clair jusqu'à un vert foncé. Et regardez, si vous prenez la colonne du cancer colorectal, on va voir dans un instant qu'il y a, donc cette colonne est face à vous ici, vous la voyez. Tout ceci existe en français, en anglais, en espagnol, me semble-t-il, sur Internet, sur le site de l'INCA et d'un autre site qui est le World Cancer Fund Institute, qui, donc, pour les gens qui surfent sur Internet, donne encore plus d'informations. Et donc, ce cancer colorectal va être donc stimulé, on le voit, par des boissons alcoolisées, par un surpoids, obésité, par une ingestion de trop de viande rouge, on va voir combien, de la charcuterie, et que par contre, on aurait plutôt des bonnes nouvelles, à savoir que les produits laitiers, à savoir que l'activité physique, à savoir que les fruits, que les légumes et que globalement les fibres alimentaires puissent atténuer le risque de ce type de cancer. Et sur la diapositive suivante, on va commencer à regarder certains éléments positifs ou négatifs. Mais avant cela, effectivement, une ou deux diapositives, on va dire introductives. On est ce que l'on mange. Hein. Souvenez-vous, Brillat-Savarin l'a dit il y a quasiment 2 siècles, et il n'avait pas tort, cet homme. Regardez ce tableau, si sur la gauche, vous avez la nature du cancer, en l'occurrence côlon ou rectum, on a séparé les deux, et notamment chez l'homme, mais aussi la prostate et le cancer du sein. Donc, prostate chez l'homme et le sein chez la femme, bien qu'il existe des cancers du sein chez l'homme, hein, si c'est rarissime, il n'empêche que cela existe. Et regardez, on compare en fait sur 100 000 personnes un taux sur une tranche d'âge de 35 à 64 ans, l'on regarde en fait la survenue de cancer dans un pays qui est le Nigeria, et on regarde ces personnes qui ont migré aux États-Unis dans la région de San Francisco, selon qu'ils sont, s'ils sont nigérians, ils sont de couleur de peau noire, vous l'imaginez bien, et donc ils ont migré du Nigeria jusqu'aux États-Unis. Et on va le comparer à la population blanche d'origine de San Francisco. Eh bien, regardez dans les deux cancers qui nous intéressent aujourd'hui, côlon et rectum, eh bien, ces deux cancers sont peu représentés au Nigeria. On va le voir pourquoi dans un instant. C'est en fonction de ce qu'ils mangent, justement. Il y a une très belle prévention. Et lorsqu'ils passent dans un autre pays, eh bien, regardez, le risque devient aussi important, si ce n'est plus, que les personnes blanches d'origine purement de souche américaine. Voilà. Alors, ça veut dire, et on va le voir dans un instant sur la diapositive suivante, que donc il y a un risque lorsque l'on adapte une mauvaise alimentation, mais on va le voir aussi, et c'est une bonne nouvelle, il y a un risque quand l'on continue à manger convenablement, même si on a transféré, migré dans un autre pays, eh bien, si on continue à manger comme on mangeait avant, eh bien, effectivement, le risque ne sera pas plus important. Alors, si l'on regarde le mode de vie et par rapport donc à la cause de ce type de cancer, regardez la disponibilité alimentaire, la sédentarité, la longévité accrue. Ben oui, on vit plus vieux, mais on a aussi un risque de développer des maladies chroniques, puisque le cancer colorectal est bel et bien une maladie chronique. Et puis l'accroissement des agressions, on va le voir dans un instant globalement, bien tout cela peut conduire à un risque accru de cancer colorectal. Alors, disponibilité alimentaire, c'est quoi? Ben, les choix déséquilibrés, on va le voir dans un instant. Bon, ça va être manger trop gras, pas assez de fibres. Ça va être de manger des produits industriels trop raffinés. Hein, et de ce fait, en raffinant trop, on perd des micronutriments qui auraient pu être protecteurs vis-à-vis de cette maladie. Pas assez de produits végétaux. Le surpoids par rapport à la sédentarité, mais aussi la disponibilité alimentaire, tout est lié.
et la relation avec le diabète de type 2 lié à des déviances alimentaires, généralement, eh bien, l'ensemble fait que l'on peut conduire à des inflammations, des petites inflammations qui ne sont pas dramatiques. On n'est pas en train de parler d'une attaque virale qui nous fait chauffer et avec cet orage cytokinique comme, souvenez-vous, dans la Covid. Non du tout, c'est une inflammation qui est chronique, discrète, sournoise et qui peut stimuler, en fait, regardez, on parlait de polype à l'instant, le développement d'un polype qui jusqu'alors était dans un stade, on va dire, anodin et qui d'un seul coup va sous prétexte de cette inflammation va pouvoir se développer. Sédentarité égale réduction de certains apports nutritifs et notamment de produits végétaux qui vont prévenir le cancer. Et dans ce cas-là, bien, on est confronté donc à cette situation de sédentarité qui augmente le risque de cancer colorectal. Et puis, si on est sédentaire, ça veut dire qu'il y a une réduction des dépenses énergétiques, le vieillissement également, puisque plus on va vieillir, plus on va aussi manger des choses qui ne sont pas forcément dans le bon sens. Et finalement, on augmente là le risque. La fonte musculaire va jouer aussi sur notre capacité à se mouvoir et donc de ce fait manger, bouger, hein, pour pouvoir donc prévenir beaucoup de maladies, dont cancer colorectal. On diminue ses capacités d'adaptation en vieillissant, c'est quelque part normal, mais voilà pourquoi ce cancer colorectal est une maladie du dernier tiers de notre vie. Et puis une augmentation de la durée d'exposition aux agressions. Les agressions peuvent être le tabac, les ultraviolets, la pollution, les xénobiotiques sont tous ces composés non alimentaires qu'on retrouve quand même dans notre alimentation malgré malgré tout, et que de ce fait, ces produits chimiques en quelque sorte nous prédisposent à cette maladie. Les infections peuvent jouer également, et les produits de dégradation alimentaire, on va le voir dans un instant. Et sur la diapositive suivante, on s'aperçoit que, et c'est la suite de la précédente, hein, avec notre mode de vie mis en cause, si on a un déficit en vitamines et en minéraux, globalement parlant, cela augmente le risque de cancer colorectal. Si on a un déficit en fibres et glucides complexes, je rappelle qu'un glucide complexe n'est pas un sucre simple qui donne de l'énergie rapide, c'est au contraire ce qu'on va trouver dans des racines. Ce sont des formes de sucre, mais très bons pour la santé. Ils vont stimuler la flore intestinale et de ce fait, nous donner ce bénéfice face à ce risque de cancer. Quand on a un déséquilibre d'oméga 3 et d'oméga 6, ce sont, vous savez, de ces acides gras qui sont bons pour les problèmes cardiovasculaires, mais pas seulement, justement dans le cancer aussi. Et il faut respecter toujours un ratio, hein, oméga 6 sur oméga 3, d'environ 4 ou 5, c'est-à-dire 5 fois plus d'oméga 6 par rapport à la source d'oméga 3. Et là, notre corps est en équilibre par rapport notamment à notre système immunitaire qui est censé nous protéger. Et au niveau colorectal, c'est extrêmement important, un bon système immunitaire. Sauf que, bien souvent, ce déséquilibre fait, de par notre alimentation un peu déviante, non adaptée, que on ne mange pas assez d'oméga 3 globalement dit. On y reviendra tout à l'heure. Également, un rapport trop élevé sur le taux de protéines animales que nous mangeons sur le taux de protéines végétales. Réduisons le taux de viande, tout type de viande, notamment la viande rouge. Je n'ai pas dit qu'il fallait être dans un régime végétalien, mais par contre, quand même, nous mangeons trop de protéines animales. Et puis l'excès d'acides gras saturés, vous savez, ces acides gras qui sont avec des longues chaînes d'acides gras qui sont issus notamment des viandes, mais pas seulement. Dans tous les cas, les longues chaînes, c'est-à-dire, bon, peu importe, hein, mais avec plus de 12 carbones, en clair, des acides gras qui vont être, vous savez, qui vont solidifier, hein, du gras qui, quand vous le mettez au frigo, va devenir du béton, et c'est significatif de la présence de ces longues chaînes qui ne sont pas bonnes ni pour les maladies cardiovasculaires, et donc encore moins pour le cancer colorectal. Et puis, quand nous avons des apports insuffisants en microconstituants, c'est pour ça que les régimes alimentaires sont à bannir, en tout cas à travailler avec un médecin ou une diététicienne lorsqu'on est des personnes à risque du cancer colorectal. Sur la diapositive suivante, nous voyons donc cette bonne nouvelle que je vous annonçais tout à l'heure, qui est qu'effectivement, on a un mode de vie qui peut être déviant et concourir à l'apparition de cancer. Regardez, Japon, Inde, Chine, Iran. Eh bien, on y mange peu de graisse, globalement dit, et puis c'est plutôt des bonnes graisses, et de ces oméga 3, ces oméga 6, et peu de fibres. Globalement, l'incidence du cancer colorectal, elle est faible. J'ai mis une seule croix, mais derrière, vous avez des dizaines, des centaines d'études qui ont été faites. C'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Tout ça est très sérieux, en fait. La deuxième ligne, Nigeria, Sénégal, Colombie. On y mange peu de graisse,
hein, il y a très peu de protéines et de graisses animales, et beaucoup de fibres. Conclusion sans grand étonnement, hein, l'incidence du cancer colorectal est très faible. Mais regardez, plutôt la troisième ligne, la dernière ligne, États-Unis, Australie, Écosse, Nouvelle-Zélande. On y mange beaucoup de graisses d'origine animale, très peu de fibres. Et conclusion, ben, voilà, observation d'une incidence de cancer colorectal très marquée. Et la bonne nouvelle que je vous annonçais, elle vient de la ligne surlignée en vert, Finlande-Pologne. Oui, on y mange beaucoup de graisses, plutôt saturées, donc négatif pour le cancer colorectal, sauf qu'on y mange beaucoup de fibres. Et regardez le résultat à la fin, c'est qu'on arrive comme ça à équilibrer notre alimentation et faire qu'en sorte, oui, on a peut-être quelques mauvaises habitudes, mais contrecarrées par de bonnes habitudes. Et on va voir en détail tout cela dans un instant, sur la diapositive suivante. Alors, on va voir les facteurs qui augmentent le risque de cancer colorectal, diapositive suivante. Eh bien, on l'a dit, c'est le surpoids. Alors, en fait, quel surpoids, allez-vous me dire? C'est surtout ce qu'on appelle l'adiposité, hein, les cellules adipeuses, hein, qui sont des cellules normales qui stockent de l'énergie. Il faut bien passer l'hiver, comme le ferait une marmotte, entre guillemets, excusez-moi de ce trait d'humour, mais sauf que trop, c'est trop. Donc, l'adiposité, notamment qui va se localiser au niveau de l'abdomen, vous le voyez sur la photo, est un facteur de risque de plusieurs cancers, dont le cancer colorectal, hein. On ne doit pas dépasser une quand on prend un mètre, comme on le voit ici avec cette personne, on ne doit pas dépasser la moitié de sa taille. J'explique, si moi je fais par exemple 1,80 m, si je prends 1 mètre et que je regarde à la partie la plus large de mon abdomen, eh bien l'idéal serait de rester en dessous de 90 cm de tour de taille. Parce que sinon, au-dessus, ça veut dire que j'ai quand même emmagasiné trop de gras sur le devant de mon ventre et sur les hanches, et de ce fait que l'on a un risque d'adiposité abdominale, qui est donc un risque de cancer colorectal, parce que ce qui se voit à l'extérieur, excusez-moi, ça se voit à l'intérieur aussi, hein, c'est-à-dire que ça va entourer l'intestin et malheureusement empêcher sa flexibilité de travail et ce qu'on appelle le péristaltisme qui fait avancer les fesses dans votre intestin jusqu'à en sortir. L'accumulation de graisse abdominale favorise donc un état inflammatoire dont je parlais tout à l'heure et une prolifération de cellules anarchiques, risque de cancer. Augmentation de la résistance à l'insuline, on le sait, tous les endocrinos le savent et les diététiciens, et là aussi un risque de prolifération anarchique cellulaire, parce que l'insuline est en fait une molécule qui va servir à énormément de choses, pas que à transporter du sucre, hein, les personnes qui ont un diabète le savent bien, mais également donc cette résistance à l'insuline va être un facteur de risque de prolifération cellulaire. Sur la diapositive suivante, fumer. Sans étonnement. Alors si, vous pourriez me dire comment ça, fumer engendre un risque de cancer du poumon. Oui, bien sûr, en premier lieu, mais pas seulement parce que vous le savez, on inhale de la fumée, enfin les fumeurs, et cela cause un risque de cancer de l'œsophage, gastrique également, mais aussi, et là on le sait moins, c'est peut-être une surprise finalement pour certains, c'est de multiplier donc le nombre de toxiques. Vous savez, les fameux xénobiotiques dont je vous parlais tout à l'heure, ça en fait partie. Et donc en fait, ce sont ces produits qui goudronneux, qui ne devraient jamais se trouver dans un intestin, et c'est le côlon qui en subit les plus gros dégâts au niveau intestinal, après l'œsophage et l'estomac. Donc ces résidus sont avalés. Sur la diapositive suivante, ben là pour le coup, sans grand étonnement, l'alcool. Alors l'alcool au niveau buccal, au niveau œsophagien, au niveau gastrique, parce qu'il y a un phénomène, l'alcool brûle, si vous voulez, les cellules, tout comme le sel, le sucre le fait aussi, mais il y a pourtant aussi, à l'opposé de notre bouche, puisque là on est au niveau colorectal, une incidence. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport calorique, premièrement, donc une accumulation de graisse abdominale. Les gens qui ont un penchant sur tout type d'alcool, hein, les petits volumes d'alcool fort ou les plus gros volumes de vin, donc moins fort, ça revient strictement au même. Et l'éthanol se dégrade en un produit, une molécule qu'on appelle un acétaldéhyde, c'est toute une famille, et ils sont toxiques pour la muqueuse intestinale, et en particulier la muqueuse colique, et la flore intestinale n'aime pas du tout. Or, notre flore intestinale, les bactéries de notre côlon, on parle aussi de microbiote intestinal, ben, vous savez, c'est une juste collaboration tous les jours entre notre intestin et tout notre corps, et la présence de ces bactéries qui sont arrivées naturellement suite après la naissance, puisqu'on est avec un tube digestif stérile qui se contamine positivement par cette flore, et il faut l'entretenir et la respecter tout au long de notre vie. Et justement, plus on vit vieux, plus on a ce risque de ne pas la respecter. L'augmentation de la perméabilité de la muqueuse colique
hein, cette fameuse muqueuse dont on a parlé tout à l'heure avec le docteur précédemment, et à cause de l'alcool. Et cette porosité, ben, elle n'est pas dangereuse en soi, mais va simplement faire que les éléments toxiques que l'on va retrouver dans le tabac ben, vont pouvoir passer la barrière intestinale, se retrouver dans le sang, et là où ils n'ont rien à y faire non plus, et contaminer le reste de notre corps. Également, à travers cette porosité de membrane colorectale, eh bien, de faire passer des molécules dans notre sang, et ce sont des molécules issues en fait de la fermentation bactérienne, qui pourtant, je vous l'ai dit, est très intéressante pour notre santé et notre équilibre global, sauf que certaines particules émises par ces bactéries doivent rester dans l'intestin. Elles n'ont rien à faire dans le sang. Voilà. Pour des gens qui ont une certaine connaissance dans ce domaine, je cite le nom, ça s'appelle des lipopolysaccharides. Enfin, voilà. Des entités issues de la fermentation bactérienne qui n'ont rien à faire dans notre sang. Sauf que l'alcool va favoriser son passage et donc va donner une inflammation globale du corps, et c'est un risque, notamment d'autres cancers, mais aussi du risque de cancer colorectal. Sur la diapositive suivante, nous voyons que les cuissons trop poussées, voilà, je vous ai mis une photo de barbecue, hein, c'est l'effet barbecue, la surchauffe des graisses sur un barbecue qui malheureusement, chez nous, on utilise très peu les barbecues verticaux, et on devrait, c'est ma grande recommandation de cuisinier, parce que sur les barbecues horizontaux comme cela, on a un risque en fait, de production d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, on appelle ça les HAP entre spécialistes, et aussi des AHC, qui sont des amines hétérocycliques. En clair, ce sont des dérivés du benzène, benzénique, qui sont en fait formés lorsque les graisses vont être brûlées par les flammes qui vont toucher votre viande. Et regardez les parties noires des saucisses, ben là, c'est cancérigène, hein. Alors, je connais des personnes qui en mangent beaucoup, beaucoup trop. Ils sont capables de faire des barbecues en hiver dans des zones protégées, pas forcément dans le jardin parmi les fleurs. Et en fait, c'est pas bon du tout pour la santé quand on cumule trop ce genre de choses. Bon, puis vous savez, c'est pas très bon, hein, c'est un goût de fer. Je vois pas l'intérêt de manger des saucisses quand même cramées, comme dirait l'autre. Alors, sur la diapositive suivante, nous voyons aussi que les produits carnés fumés peuvent contenir aussi des benzopyrènes. C'est une autre famille de produits toxiques, et donc ils sont fumés. Donc attention, trop de produits fumés. Regardez dans les pays des Balkans et dans les produits du nord de l'Europe, Norvège, Suède, etc., Lituanie, Lettonie, ils mangent énormément de produits fumés de ce genre. Dès le petit-déj le matin, ils sont habitués à ça. Oui, sauf qu'ils sont habitués à un risque de cancer colorectal aussi, beaucoup plus fréquent qu'ailleurs. Sur la diapositive suivante, la charcuterie. Il a été montré par ce consensus d'experts que manger plus de 2 fois tout type de charcuterie, hein, que ce soit du pâté, du saucisson, là j'ai mis comme ça une belle photo, qui apporte trop de sel, trop de sucre, trop de gras, trop d'additifs dérivés des nitrites. Donc je vous en prie, choisissez des charcuteries sans nitrites, ce sera déjà un bien, avec un taux de sel moindre. Le gras, on l'évitera pas, hein, parce que le gras donne le goût de la charcuterie, mais surtout, espacez vos prises à 2 fois par semaine et vous réduirez significativement, c'est ce que nous dit l'INCa, le risque de cancer colorectal chez l'homme ou la femme. La diapositive suivante va nous faire aller sur les facteurs qui diminuent le risque de cancer, parce que oui, les bonnes nouvelles sont là. Donc, la succession de diapositives suivantes, va nous montrer que, alors, par famille, les fruits secs oléagineux, hein, j'ai pas dit les fruits séchés, les fruits secs, ils sont riches en fibres. Ils sont riches en gras de type oméga 3. Je sais, c'est du gras. Ça reste du gras. 600 kilocalories au 100 grammes, c'est pas anodin. J'ai pas dit qu'à l'apéritif, apéritif non alcoolisé, on est bien d'accord. Je sens déjà les sourires arriver. Un petit soft, un petit verre d'eau, il suffira pour un apéro, mais n'empêche, pas une grosse poignée de ce genre de produit. Une trentaine de grammes, il suffira, mais apporte quand même des composés anti-inflammatoires, notamment les oméga 3. Voilà. Les huiles issues de ces graines, colza, courge, sont extrêmement bonnes pour la santé. Attention à ne pas cuire. Et puis, ça reste des huiles, hein, donc attention aux calories. Ce sont des huiles d'assaisonnement. Sur la diapositive suivante, on voit les fruits et légumes que je préfère, alors moi, mais l'INCa aussi, vous faire choisir issus de l'agriculture biologique, parce que quand même, les 3/4 des fruits et légumes sont quand même assez fortement traités.
Certains d'entre eux peuvent, comme l'avocat par exemple, être mangés sans risque, même s'ils ne sont pas bio, parce qu'en fait la peau va arrêter les produits phytosanitaires et de ce fait, bio ou pas bio, ils seraient bons pour la santé. Alors, ces fruits et légumes nous apportent richesse en fibres, vitamine B, vitamines du groupe C également, et puis des minéraux, notamment le calcium, extrêmement important pour stimuler notre système immunitaire. Surtout plus on est âgé, parce que ce système immunitaire baisse d'année en année. Il augmente la vitesse de transit intestinal grâce à la présence de fibres, on est bien d'accord, et limite donc le temps de contact avec la muqueuse intestinale, et de ce fait le risque d'absorption des molécules toxiques xénobiotiques que l'on a vu tout à l'heure. Génial. Et puis ces molécules toxiques, elles viennent, bah ouais, je suis désolé pour eux, mais de nos amis agriculteurs qui ont la main lourde sur les phyto-intrants, et qu'il faut nécessairement effectivement baisser. Le bio fait partie des grands messages où effectivement on limite cela. Par contre, la qualité à haute valeur environnementale ne limite pas. Il n'y a pas du tout d'intérêt à utiliser les produits issus de l'agriculture à haute valeur environnementale, car malheureusement les produits agricoles sont toujours autorisés. Sur la diapositive suivante, les céréales en grains ou transformées, pain, pâtes, etc., sont riches en fibres qui accélèrent le transit intestinal et qui vont dans le bon sens, si je puis dire, d'éliminer les produits à risque, notamment chez un tabagique ou des gens qui auraient quelques penchants sur l'alcool, de pouvoir éliminer ces molécules qui n'ont pas d'intérêt à être présentes dans notre intestin. Et puis, vous le savez sans doute, à partir de 65 ans, 70 ans, notre intestin est un petit peu plus paresseux. On est plutôt sur un terrain constipatoire qu'autre chose. Et donc, ces céréales vont être intéressantes pour pouvoir évacuer rapidement et avoir un transit correct. Sur la diapositive suivante, les légumineuses, c'est-à-dire en fait, bah, vous le voyez bien, tout ce qui est haricots de tout type, de toute couleur, de toute texture, les lentilles, les pois chiches, etc., sont riches en minéraux, potassium, en vitamine D, en fibres, capables de stimuler les bactéries du côlon pour leur bon fonctionnement. Génial, je vous en parlais tout à l'heure, mais en petites portions. Je prends toujours l'image de la saucisse morteau avec ses 300 grammes de lentilles. Ben non, non, parce que malgré tout, ces légumineuses vont stimuler la flore intestinale à relarguer des bonnes molécules pour notre intestin, et notamment notre côlon, puisque la flore intestinale est située dans notre côlon, justement, et cela concerne le sujet d'aujourd'hui. Sauf qu'attention, en travaillant, la flore intestinale va émettre du gaz. Et on parle d'effet méthanogène, d'accord? Et donc, trop, c'est trop, c'est-à-dire que manger 300 grammes de lentilles, vous en savez quelque chose, ou des topinambours ou des salsifis qui sont aussi très intéressantes. Ils font partie de ces racines qui vont stimuler la flore intestinale. Donc, je vous conseille plutôt de les associer sous forme de salade mixte avec d'autres produits, notamment des verdures et notamment des légumes, on vient de le voir, de manière à quand même ne manger que 30-40 grammes de ces féculents et non pas 300 grammes. Donc, on garde l'intérêt tout en limitant les petites flatulences que l'on pourrait avoir. Sur la diapositive suivante, les épices douces, j'ai bien dit douces, hein. Je n'ai pas dit les épices piquantes. Là aussi, je les verrais bien de l'agriculture biologique, hein, parce qu'attention, les agriculteurs ont la main lourde, notamment l'agriculture venant de l'étranger. C'est pas en France qu'on va produire du paprika ou du curcuma, vous êtes bien d'accord, hein, cela vient de l'Asie, de l'Inde, du Bangladesh, et donc en fait, ces épices sont largement traitées. Donc, surtout, enfin, de préférence, hein, issues de l'agriculture biologique. Elles sont riches en composés antioxydants. Regardez leur couleur. Vous savez, au Moyen-Âge, les médecins, même s'ils n'y connaissaient, on va dire, rien, allez, symboliquement, à la nutrition, ils avaient quand même des intuitions. Et la théorie des couleurs existe, c'est-à-dire plus un aliment, un ingrédient alimentaire est coloré, plus il est antioxydant et bon pour la santé. Et ils avaient raison. On en a la preuve aujourd'hui. Curcuma, gingembre, paprika. À vous de choisir en fonction de vos goûts, en fonction justement de votre appétence vis-à-vis de toutes ces épices. Et c'est très intéressant. Encore hier soir, j'en parlais sur E égale M6, sur l'intérêt de la coriandre, mais aussi les goûts par rapport à tout cela. On peut ne pas aimer. Donc,
intéressant de savoir, je vous ai mis en note là en bas, que lorsque on venait d'en parler, quelques flatulences avec les légumineuses, comme on vient de voir juste avant, eh bien, on peut utiliser intelligemment des épices comme le carvi et le cumin dans l'eau de cuisson, et cela va réguler le transit colique et ne pas occasionner de flatulence. Donc, vous voyez, c'est là le côté culinaire qui m'intéresse, de pouvoir jouer avec tout cela. Sur la diapositive suivante, les herbes aromatiques, l'ail et l'oignon. En fait, tous les aillacés, et même le poireau en fait partie, hein, puisqu'il y a une petite saveur d'ail dans le poireau, sont en fait des dépuratifs intestinaux anti-inflammatoires. Parfait, tout cela a été prouvé aussi, hein, le monde de la pharmacie le sait fort bien, et a d'ailleurs mis sur le marché des compléments alimentaires qui sont riches en ces ingrédients. Alors attention tout de suite, hein, je viens de dire compléments alimentaires, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour en faire la promotion du tout, bien au contraire d'ailleurs, je suis sur une prévention, comme beaucoup de gens, comme l'INCa, comme tous les médecins, à parler d'une prévention par une alimentation. Donc, qui dit alimentation ne dit pas complément alimentaire. Si complément alimentaire, il devait y avoir, c'est sur recommandation et prescription de votre médecin dans des cas particuliers. Donc, ce sont des dépuratifs intestinaux anti-inflammatoires. Ils contiennent des glucides complexes, ces petits sucres qui stimulent les bactéries de notre côlon pour un bon fonctionnement. C'est pareil, en petite quantité d'ailleurs, ce sont des condiments. Donc, un condiment, c'est toujours en petite quantité. Il n'y a bien qu'au Moyen-Âge que l'on mangeait 300-400 grammes de purée d'oignon pour accompagner la viande faisandée. On n'en est plus là. Sur la diapositive suivante, les poissons gras. Truite, saumon, sardines, flétan, chinchard. On dit toujours, tiens, du chinchard, c'est pas très bon, c'est fort. Bon, bah, écoutez, c'est maquereau. En tout cas, c'est très bon pour la santé. Riche en oméga 3, immunostimulant, et peu d'acides gras saturés. Hein. Vous savez que ces produits de la mer sont fort intéressants également pour les maladies pour prévenir des maladies cardiovasculaires. Et dans tous ces produits, la truite est sans doute le produit le plus intéressant parce que vraiment moins gras que le saumon, surtout les saumons d'élevage. Et même si la truite s'élève d'ailleurs très bien en France, hein, Bretagne, Garonne, elle est beaucoup moins grasse et tout aussi riche en oméga 3 qu'un saumon. Donc vraiment intéressant, et puis riche en protéines, accessoirement, il faut bien nous apporter des protéines, parce que plus on vieillit, plus on perd aussi notre capacité à digérer et donc utiliser les protéines, il faut le savoir aussi. Hein. Donc ce sont des bonnes protéines et un bon profil d'acide gras. Et puisqu'on parle d'acide gras, parlons des produits laitiers. Oui, il a été montré que le lait et ses dérivés étaient riches en glucides complexes, une nouvelle fois ces petits sucres. Alors, vous voyez qu'entre parenthèses, les sucres, on ne les trouve pas que dans le monde du végétal, on les trouve aussi dans le monde animal, et ils sont bons pour la flore colique, une nouvelle fois. Et riches en calcium, aussi, je vous l'ai dit, intéressant non pas pour nos os, bien sûr que oui, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le calcium stimule l'immunité au quotidien, gentiment, tout le temps, mais il ne faut pas être en carence de calcium. Et puis, il contient des ferments lactiques qui équilibrent la flore colique. Un simple yaourt, il suffit, mais vous le savez aussi qu'il y a des yaourts, des produits laitiers, des fromages qui sont enrichis en bifidus. C'est une variété, une famille de bactéries qui a été donc démontrée comme être hyper intéressante pour justement stimuler l'immunité et rééquilibrer une flore intestinale qui ne le serait pas bien. Justement, manger gras avec des longues chaînes supérieures à 12, comme on disait tout à l'heure, va altérer notre flore intestinale et faire qu'on digère mal. Eh bien, on peut restaurer une bonne fermentation grâce à l'ajout finalement quotidien ou fréquent, en tous les cas, de ces produits dont je ne citerai pas les marques, mais vous les connaissez fort bien, françaises ou étrangères, qui contiennent des bifidus actifs et autres L-casines. Et puis favoriser les vieux fromages. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont riches en protéines une nouvelle fois et on en a besoin plus on vieillit, d'une part, plus que d'habitude. C'est pas parce qu'on fait moins d'activité physique qu'on doit moins manger. Et puis le lactose a disparu. Et oui, c'est naturel. Le fromage va fermenter pour vieillir et donc en fait il va détruire le lactose parce que le lactose est une source d'énergie comme une autre. Et le lactose va disparaître. Alors pourquoi le lien lactose et cancer colorectal? C'est que simplement le lactose va, chez certains qui seraient intolérants voire allergiques, eh bien va tout simplement occasionner un terrain diarrhéique d'une part, et voire même inflammatoire, si les diarrhées sont très liquides. Et de ce fait, tout ça, si on a d'autres facteurs concomitants, on vient de le voir avec le médecin précédemment, des polypes ou autres, va dans le mauvais sens d'une inflammation locale
qui serait stimulée par le fait qu'on soit en plus intolérant au lactose. D'accord? Et sur la diapositive suivante, je souhaitais résumer mon propos par justement un petit tableau qui est issu de l'INCa, une nouvelle fois, que j'ai légèrement retravaillé en haut à droite. Mais donc, regardez, on vient de voir qu'il faut limiter la consommation d'alcool. Vous êtes bien d'accord? Qu'il faut maintenir un poids de santé qui est à voir avec votre médecin en fonction évidemment de divers autres éléments. Votre poids de santé, je n'ai pas à le commenter, on peut avoir effectivement selon sa taille à pouvoir avoir un poids relativement plus élevé que la moyenne, mais il n'empêche qu'il faut se surveiller. Limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie, on l'a vu. Avoir une alimentation riche en céréales complètes, légumes secs, fruits secs. Limiter les consommations de boissons sucrées parce que le sucre est un faux ami. Après, je remonte vers le haut, être physiquement actif, d'accord. Limiter les produits de consommation hautement transformés, puis clairement les fast-foods parce qu'ils sont riches en sucre et en gras. D'accord? Et moi, j'ai rajouté, regardez, les 3 petits cubes sur la droite, regardez en bas, après un diagnostic de cancer, parce que c'est pas le tout, voilà, on vient de le voir, les choses peuvent arriver. Il faut, si possible, et tout faire pour suivre les recommandations. C'est justement là où l'école travaille. Nous travaillons depuis maintenant 2010 à comprendre comment manger, comment cuisiner durant les traitements. Parce que les traitements eux-mêmes, au-delà de la maladie qui crée des symptômes, fatigue, ce genre de choses, et puis problème de digestion, vous l'aurez compris, des symptômes peuvent être accentués à cause des effets secondaires, parce qu'il y en a toujours. La médecine a beau faire ce qu'elle peut, il n'empêche qu'il peut y avoir un risque d'effets secondaires liés au traitement, et auquel cas notre boulot à nous, nutritionnistes, c'est de faire en sorte, et nous sommes très écoutés par le monde de l'industrie pharmaceutique, pour pouvoir atténuer ces symptômes. Et cela veut dire que, regardez, prenez vous-même, même si c'est déjà en prévention le discours d'aujourd'hui, mais même si d'aventure vous-même ou d'autres personnes étiez concernées par cette maladie, il faut vraiment écouter les recommandations des nutritionnistes, des médecins, des diététiciens, enfin des praticiens de soins, de manière à pouvoir favoriser les aliments frais, de saison, cuisinés soi-même, que ce soit en prévention ou durant la maladie. Et quand c'est durant la maladie, vous aurez accès, ou à vous de conseiller si vous êtes aidant d'une personne malade, à ce qu'on appelle de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Je répète, ETP veut dire éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire que durant les soins, soit et les aidants, soi-même et les aidants, on peut s'inscrire à des ateliers d'éducation thérapeutique en alimentation. C'est ce que nous faisons ici à notre école. Et sur la diapositive suivante, regardez, c'est ce que nous faisons justement. Nous accompagnons pas à pas les personnes durant les mois, les années, parce que c'est une maladie chronique. Donc, il faut quelquefois la traiter doucement, prendre son temps aussi, de manière à pouvoir, au décours des chimiothérapies, radiothérapies ou autres résections chirurgicales, de pouvoir accompagner la personne dans ce qu'elle mange au quotidien et faire en sorte, et regardez, c'est ici l'objet, je l'entoure avec la flèche du site internet Vite fait, bien fait. Vous voyez le petit logo, ce site a été fait avec les malades et j'ai mis mon contact juste en dessous si vous avez des questions à titre personnel. Attention, je ne suis pas médecin, je ne peux donner que des recommandations et des consignes nutritionnelles et ce sera à vous de vous tourner vers des praticiens de soins. Également un livre que nous avons écrit à Unilassal qui est l'alimentation pendant un cancer et qui renvoie à ce site internet via un QR code que nous avons mis en valeur ici. Donc il suffit de le flasher pour aller sur ce site. Voilà. Et vous verrez, j'espère pas, mais je vous dis que sur ce site internet, il existe vraiment des trucs et astuces qui sont totalement différents des notions de prévention que l'on abordait il y a un instant. Il faut vraiment adapter son alimentation. Et ensuite, quand on est sorti de cette maladie, comme Dominique l'a dit, revenir à une alimentation normale de type de celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire de prévention lorsque ce cancer a été éradiqué. Voilà, il y a vraiment un avant, un pendant et un après. Et sur la dernière diapositive que vous avez entrevue, de me laisser vous remercier pour votre écoute et d'aller sur ce vrai-faux qui va vous être proposé. Alors effectivement, avant de répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat, un petit quiz. Donc, est-ce que le lait de vache naturel contient du sucre ou non? Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? On vous laisse répondre.
Alors, beaucoup répondent faux. Et donc, la réponse est effectivement faux. Monsieur Pouillard, vous voulez compléter? Le lait de vache naturel ne contient pas de sucre. Le lait de vache naturel contient du sucre, on l'a vu, ce sont des glucides complexes qui vont stimuler la flore intestinale. Et c'est tout simplement des galacto-oligosaccharides, peu importe, et des petits sucres issus du galactose lait. Et ouais, donc en fait, il y a bien, et je l'ai dit tout à l'heure, des sucres dans du lait de vache ou autre, hein, de lait, tout type de lait de mammifères. Alors, une nouvelle question. Le chou est riche en calcium, vrai ou faux? C'est à vous. Pour le coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je Mhm. n'ai pas cité le chou, la famille des choux, mais je vous ai dit quand même quelque chose qui devrait vous mettre sur la piste. Alors, beaucoup répondent vrai. Bien, je vais répondre aussi. Mais oui, c'est vrai, en fait, il y a énormément de calcium dans l'orange, dans le kiwi, donc les fruits, bien sûr, mais aussi dans les légumes verts comme le chou. Donc, très intéressant pour la santé, sauf que lui aussi crée des petits ballonnements. Donc, vous n'en mangez pas trop, juste ce qu'il faut. Et puis, surtout, un petit coup de carvi ou de cumin dans l'eau de cuisson et vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes. Ou aussi un petit coup de bicarbonate dans l'eau de cuisson et il n'y aura pas de fermentation de votre intestin. Et enfin, dernière question du quiz avant de répondre aux questions dans le chat. Je peux manger sans risque de cancer colorectal jusqu'à 500 grammes de viande rouge par semaine. Est-ce vrai ou faux? Alors, beaucoup répondent faux. Et la réponse est effectivement Ben faux. oui, c'est moins, hein. L'idéal, ça serait d'en manger 2 fois. Alors ça dépend quoi, 2 fois, faites-vous plaisir avec une entrecôte si vous voulez, mais je vous en prie, pas une entrecôte de 300 grammes parce que ça y est, vous avez déjà épuisé votre quota de la semaine. Parce qu'effectivement, l'idéal serait, selon l'INCa et toutes les grandes études, s'agissant de la viande rouge, hein, j'ai bien dit, hein, uniquement de ne pas dépasser 2 à 3 prises de 100 grammes, c'est-à-dire de 300 grammes par semaine. Et une semaine, c'est 7 jours. Alors, quelques questions auxquelles on va essayer de répondre assez rapidement. Que penser du vegan industriel faux steak très transformé? Monsieur Pouillard, Oh, pardon, excusez-moi. que pensez-vous du vegan Du trait industriel? transformé. Oui, Oh, ben plus c'est transformé, on l'a dit tout à l'heure, plus on perd des micronutriments. Parce que lorsque l'on transforme les choses, on ajoute des additifs qui, sur le fond, sont individuellement pas forcément négatifs. C'est simplement le cumul de certains additifs qui pourraient nous gêner. Et généralement, ben, il y a plus de texturants et autre chose que de nutriments. Donc, au final, ben, nutritionnellement parlant, on est sur des calories vides, si vous voyez ce que je veux dire. Et de ce fait, c'est pas intéressant pour nous prévenir de certaines maladies, même si ce n'est pas inducteur de maladie, quoique, 3 petits points, souvent beaucoup de sucre, beaucoup de gras, parce que le sucre et le gras texturent. Il y a même du sucre dans des saucissons pour les texturer. Donc au final, vous voyez ce que je veux dire? Non, l'alimentation transformée est un risque. d'accord. Ensuite, un complément en probiotique est-il conseillé? Alors, déjà, le probiotique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les bifidus actifs, ce genre de choses, des bactéries vivantes ou atténuées qui sont soit dans des produits alimentaires type yaourt, des grandes marques que vous connaissez certainement, mais qui peuvent aussi se mettre dans des gélules et autres formes galéniques, on appelle ça comme ça, pharmaceutiques. Alors, beaucoup de gens en prennent, il n'y a pas énormément de risques à en prendre, donc le chercheur que je suis, en se limitant à cet avis de chercheur, ne voit pas de gros risques à prendre ce genre de produit qui d'ailleurs est vendu en pharmacie ou en grande surface sans ordonnance. Donc, effectivement, l'automédication peut être acceptée, si tant est voilà, que ce soit utile. Donc, quand même, n'hésitez pas à poser au moins un pharmacien, là je pense plutôt au pharmacien qu'au médecin lui-même, poser la question et dans une parapharmacie de la vraie opportunité pour vous de prendre ce genre de produit. Vis-à-vis du cancer colorectal, on est d'accord, mais les probiotiques sont aussi intéressants dans d'autres domaines.
Merci. Y a-t-il un impact dans le cadre d'un déficit en vitamine D? La vitamine D est une vitamine qui intervient dans beaucoup de schémas immunitaires notamment et de l'entrée des protéines dans nos muscles pour avoir notre agilité musculaire normale. Et qui doit être renforcée quand on prend de l'âge, en clair plus de 60 ans. Pour autant, un déficit c'est pas critique, si vous voulez. Ce serait concomitant à d'autres carences que la vitamine D pourrait avoir qu'il faudrait effectivement ne pas être carencé en vitamine D. Et une dernière question, donc on a parlé de produits laitiers. Y a-t-il une différence entre les produits laitiers issus des vaches et les autres, chèvres, brebis? Non, non, par rapport à la problématique d'aujourd'hui, cancer colorectal, il y a aucun considéré que tous ces laits sont équivalents. C'est pas parce qu'un lait de chèvre aura un poil de plus de calcium, c'est ridicule la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il n'y a pas de retenue à prendre plus l'un que l'autre, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif. Pareil sur la présence d'oméga 3 à l'intérieur. Vous voyez, j'ai vraiment bossé le dossier. Sur le cancer colorectal, il n'y a pas plus d'incidence d'aller sur l'un ou sur l'autre, du lait ou des fromages qui en sont dérivés. Très bien. Eh bien, un grand merci en tout cas à nos intervenants pour cette belle webconférence qui, je l'espère, vous a plu. On peut voir dans vos réactions, dans la conversation, que vous avez appris beaucoup, que ça vous a beaucoup plu. Donc, on espère que, voilà, que cet avis est partagé de tous. Je vais vous partager un petit sondage pour que vous puissiez nous indiquer si vous êtes satisfait de cette webconférence. Nous vous enverrons également par mail un lien pour vous témoigner de votre satisfaction et puis on va essayer aussi de vous envoyer le support. Ça a été demandé à plusieurs reprises, donc on va voir si le fichier n'est pas trop lourd pour vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à répondre à notre enquête de satisfaction et puis si vous souhaitez revoir la webconférence ou en parler à vos proches, nous allons publier prochainement un replay sur notre site internet. Donc, vous avez l'adresse qui est affichée. Et puis, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur notre site et vous inscrire à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Et surtout, n'oubliez pas de réaliser le dépistage, c'est important. Bon appétit à toutes et tous. À très bientôt pour une prochaine webconférence qui aura lieu notamment en juin. À très bientôt. Merci. Bon appétit. Au revoir.